jeudi du mois de juillet 2024, la température oscille entre 27 et 29 degrés. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a désormais un nouveau président. Il s'agit de Édouard Locaux, journaliste de profession et précédemment chef de mission du président de la République. Suivez dans cette édition un bref retour sur son parcours. Les travaux de correction du baccalauréat session de juin 2024 ont démarré et suivent leur cours. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son collègue en charge de l'enseignement secondaire se sont rendus dans quelques centres pour constater le bon déroulement des travaux, les précisions à suivre. Et puis, les populations béninoises se réjouissent de la construction du centre hospitalier de Calavi, un centre de santé de référence internationale. Suivez dans un instant les appréciations de quelques-unes d'entre elles. À nouveau, bonjour. Le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 3 juillet 2024, a choisi Édouard Locaux pour présider la 7e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il est journaliste de profession, consultant en communication et précédemment chargé de mission du président Patrice Talon. C'est un visage bien connu du paysage médiatique béninois. Voici un résumé du parcours de l'homme avec Maël Leroux-Bellou. Le nouveau président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC est connu, Édouard Locaux, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il a été nommé au terme du Conseil des ministres de ce mercredi 3 juillet. Journaliste de profession, consultant en communication et actuellement chargé de mission du président Patrice Talon, Édouard Locaux aura la responsabilité de conduire les destinées de l'institution durant les 5 prochaines années. Notons qu'il a été ancien président de l'Observatoire pour la déontologie et l'éthique des médias ODEM et du Conseil national des patrons de la presse du Bénin, CNPA Bénin. Édouard Locaux a par ailleurs occupé le poste de vice-président de la HAC lors de la 4e mandature. Édouard Kokou Locaux, Roukiatou Biofay et Mohamed Barret sont les 3 représentants du gouvernement à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Toujours au titre des nominations du Conseil des ministres de ce mercredi, Karine Istine est nommée première directrice générale du Centre hospitalier international de Calavi, CHIC. De nationalité française, Karine Istine était jusqu'à sa nomination la directrice de département à la direction des finances, de l'investissement et du patrimoine. Elle a été directrice déléguée des pôles de chirurgie et d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Édouard Herriot pendant plus de 3 ans. Avant ce poste, dans le même hôpital, elle a été directrice de juin 2008 à juin 2011. De juillet 2003 à mai 2008, elle a occupé le poste de directrice adjointe directrice de la direction des affaires financières, siège au centre hospitalier régional d'Orléans, toujours en France. Ce qu'il faut également retenir de cette dernière, elle a fait un très riche parcours avec des compétences en finance, gestion de projet, management, assurance qualité, gestion des risques, amélioration des processus, contrôle interne, gestion des services de santé ainsi qu'en innovation numérique. Et je le disais en titre, sur la même thématique, la construction de ce centre hospitalier de référence international n'a pas laissé indifférents les citoyens béninois. Ils se réjouissent de l'implantation d'une telle infrastructure sanitaire au Bénin. Suivons-en quelques-uns dans cet élément. Cela va permettre d'améliorer la qualité des services de soins de santé qui seront offerts aux populations avec un plateau technique beaucoup plus sophistiqué et avec des ressources humaines également adéquates pour cela. Par contre, ce que j'aurais peut-être suggéré ou souhaité, vu que cela est une solution qui est également présentée pour contrer la fuite des jeunes ressources humaines du Bénin, notamment des médecins,
à qui on a fait voir récemment donc la prochaine inauguration du CHIC, qu'il y a également des jeunes médecins qui fassent partie du corps médical dans ce nouvel hôpital-là. Nous avons vu que c'est bon, c'est une bonne chose que le gouvernement est en train de mettre en place pour nos malades. Nous aussi, nous sommes malades. Lorsqu'on va tomber malade, que ça va besoin d'être affecté quelque part en France, par exemple, nous allons rester ici au Bénin pour pouvoir opérer et pour pouvoir faire les opérations et ça va se passer dans une bonne condition. Donc c'est une bonne chose que le gouvernement est en train de faire pour la nation béninoise. Nous avons Sénachu qui est à Cotonou déjà et maintenant nous avons besoin aussi de là à Calavi pour que la population de Calavi s'en jouisse. Je souhaite que les Béninois n'aillent plus à l'extérieur pour se soigner. Cet hôpital est très beau et il rehausse l'image de la commune d'Abomey-Calavi. L'infrastructure est là, il y a assez de liens sur les réseaux sociaux qui circulent sur ça, c'est tant mieux. Reste maintenant à assurer la accessibilité physique qui est d'évidence physique, que ce n'est pas encore le cas. Pour l'accessibilité économique, nous verrons bien les grilles tarifaires qui seront dégagées, si c'est des grilles tarifaires exclusives, c'est-à-dire à une bourgeoisie, ou si vraiment c'est des grilles tarifaires suffisamment inclusives. Nous verrons. Un tour maintenant dans quelques centres de correction des copies du baccalauréat session de juin 2024. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son collègue en charge de l'enseignement secondaire y étaient pour s'assurer du bon déroulement des travaux de correction des copies. Des travaux qui sont en cours depuis lundi 1er juillet 2024 sur l'ensemble du territoire national. 2 centres ont été visités à cet effet. Le point de la descente dans ce reportage signé Ingrid Day. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Cotonou et ses environs ce mercredi n'a pas empêché la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son collègue en charge de l'enseignement secondaire d'accomplir leur mission, celle de s'assurer du bon déroulement de la 2e étape de l'examen du baccalauréat session de juin 2024, la correction des copies du bac. Ici, au lycée technique Koulibaly, c'est une équipe de 450 enseignants qui est à la tâche. Le bac, c'est plusieurs étapes et très structuré. Le sens de notre déplacement, c'est de nous assurer que les conditions optimales qui ont permis de faire un bon lancement de cet examen sont toujours réunies et que la phase de correction se déroule comme nous l'avons prévu. Nous sommes ici au centre du lycée Koulibaly où se concentre la correction des épreuves, des séries de gestion, des séries techniques, eau et assainissement. Après avoir échangé quelques mots avec l'équipe de correcteurs, la délégation s'est ensuite rendue au collège d'enseignement général de Bégamé. L'établissement abrite 65 correcteurs avec une équipe de supervision qui est à la bonne veille. Ici également, les travaux vont bon train. De nouvelles réformes ont été mises en œuvre et qui permettent d'améliorer cette étape du déroulement du baccalauréat béninois. Il y a un travail qui a été fait en amont, qui a précisé le nombre de corrections de chaque sous-commission. Il y a les attentes des correcteurs qui ont été prises en charge, ce qui fait qu'on n'a pas eu beaucoup de réclamations ces temps-ci. Au niveau du secrétariat aussi, il y a une réforme qui est en train d'être mise en œuvre, à savoir avoir les données de nos secrétaires, des données fiables pour avoir un profil, n'est-ce pas, à définir ultérieurement pour ce volet-là du secrétariat. En cours depuis lundi 1er juillet sur l'ensemble du territoire national, les travaux de correction des copies du bac prennent fin samedi prochain. Quant à la première délibération, elle est prévue pour le 10 juillet 2024.
Au retour sur le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 3 juillet 2024, il a adopté un programme spécial d'intensification des productions maraîchères et céréalières en République du Bénin. Cette mesure vise à augmenter la production en réponse à la demande sur le marché, ce qui va améliorer le prix de ces denrées de première nécessité. Il s'agit de mesures résilientes face à la cherté de ces produits. Le ministre en charge de l'agriculture et le porte-parole du gouvernement ont animé après le Conseil des ministres une conférence de presse pour mieux expliquer le programme. On écoute dans cet extrait le ministre Gaston Dossoui. Si le matériel de plantation que nous avons a un coût peut-être de, je dis n'importe quoi, 3 000 francs de kilo de tomates, nous devons avoir du matériel à 10, 15, 20 000 francs de kilo de tomates, il vaut mieux aller là. Je parle de semences pour pouvoir gagner. Le gouvernement a regardé la situation et a dit, nous devons maintenant travailler pour la résilience. Il faut premièrement trouver du matériel performant, adapté au changement climatique. Il faut trouver des équipements qui permettent de gérer la question de température de production. Nous avons quelques projets et programmes qui travaillent déjà sur le terrain, qui ont fait développer des serres. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, si la technologie commence à être maîtrisée, il faut la généraliser. Nous avons la petite irrigation qui doit aujourd'hui maintenant faire école un peu partout où la chose est possible. On a fait des aménagements pour des maraîchers qui n'ont pas suffisamment bien porté. Il faut réhabiliter tous ces aménagements aujourd'hui avec un suivi plus rapproché et un conseil agricole dédié. De toutes les façons, nous allons, à travers ce projet d'un début de financement par des fonds de l'État béninois à hauteur de 10 milliards de francs, démarrer avec la mise en place de semences résilientes, semences maraîchères et semences vivrières, surtout de maïs. Nous irons à des semences hybrides qui vont donner au moins 4, 5, 6, 7 tonnes à l'hectare lorsque vous utilisez les itinéraires techniques qu'il faut. Nous allons renforcer les équipements en matière agricole. Et pour mettre tout cela en œuvre, nous disposons déjà quand même de structures appropriées. Regardez la Sonama. Elle est capable d'accompagner les producteurs dans la préparation de sol à coût réduit. Elle est capable de mettre à disposition des équipements à coût subventionné. C'est déjà des apports importants. Cette même Sonama développe et déploie maintenant la petite irrigation. Nous allons mettre tout cela à échelle. Nous avons la Société de développement des semences et plants qui prendrait en charge l'acquisition et la distribution convenable des semences dans les bassins qu'il faut. Le conseil agricole dédié. Il faut accompagner chaque producteur dans les itinéraires techniques appropriés à la spéculation qu'il est en train de produire afin d'avoir le résultat. Il en est de même pour les céréales, pour lesquelles nous devons travailler beaucoup. Sur les cultures maraîchères particulièrement, nous allons aussi travailler sur la conservation. C'est le cas de l'oignon. On peut produire beaucoup d'oignons, mais si nous ne savons pas garder, ça sort à 7 000, 10 000 francs le sac, et au bout de 4 mois, vous achetez le même sac à 50 000, 60 000. Il se pose donc un problème de stabilisation de la production. Le projet d'intensification de la production maraîchère et céréalière vise à régler ces détails-là. Au fur et à mesure que ce programme sera mis en œuvre et que les ressources arriveraient à manquer, l'État béninois souverain entend mettre la main à la poche pour renforcer notre capacité à produire. Le porte-parole du gouvernement présent aux côtés du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche explique le bien fondé de ce programme d'intensification des productions maraîchères et céréalières. Il revient également sur l'accompagnement du gouvernement. Wilfried Léandre Ngbeji. Ce programme spécial, il a une vocation, c'est de faire en sorte de renforcer notre sécurité alimentaire à travers la disponibilité permanente de vivriers,
mais aussi de produits maraîchers. Et c'est pour ça que l'ambition du gouvernement, portée par le chef de l'État, a été de faire cette dotation initiale de 10 milliards de francs CFA, laquelle dotation n'est pas définitive, parce que le chef de l'État a dit on commence à 10 milliards, en espérant que les résultats seront très vite au rendez-vous. Mais si chemin faisant, il était besoin de renforcer la disponibilité financière, le gouvernement prendrait ses responsabilités pour que les ressources financières soient mises à disposition. Il faut comprendre que ce programme spécial fera forcément du bien à nos producteurs de vivriers et aussi aux producteurs de maraîchers, parce qu'on connaît leurs difficultés. Malgré leur bonne volonté, malgré leur investissement, pour que les produits soient disponibles en grande quantité, les aléas climatiques, les cas de force majeure arrivent à obérer, à réduire les rendements qu'ils ont, et cela se ressent sur la disponibilité des produits et aussi sur le coût de cession aux consommateurs. Donc, in fine, c'est le consommateur lui-même qui est avantagé par ce programme spécial dont les résultats visent forcément à faire que le consommateur ait le produit, mais qu'il l'ait à prix compétitif. C'est ça la philosophie de ce programme spécial pour booster la production de céréales et de produits maraîchers. On a cité quelques exemples et le ministre a eu raison de vous dire que tout le territoire national est concerné par ce programme. Et donc, nous espérons que sa mise en œuvre diligente, parce qu'il faut noter aussi que le Conseil a demandé au ministre de l'Agriculture de prendre toutes les dispositions pour que la mise en œuvre se fasse diligemment et de façon efficiente. Donc, nous espérons qu'avec sa mise en œuvre, l'année prochaine, à pareil moment, nous commencerons à ressentir les effets positifs de ce programme spécial et les années d'après, nous les ressentirons davantage, de sorte qu'on stabiliserait durablement la qualité de la production, mais aussi la quantité de la production céréalière et maraîchère chez nous, au bénéfice des consommateurs. Depuis quelques jours, certaines rumeurs circulent sur le directeur général de la police républicaine dont l'épouse et la belle-sœur seraient mêlées à une affaire de commerce illicite de médicaments contrefaits. Une information démentie par le porte-parole de la police républicaine ce mercredi. Face à la presse, le commissaire-major Éric Orouillé-Rima a rendu public un communiqué pour rappeler à l'ordre les instigateurs de cette nouvelle, tout en exhortant les populations à faire preuve de prudence et de discernement. Voici un extrait du communiqué lu par le porte-parole de la police républicaine. Depuis quelques jours, des individus de mauvaise foi font circuler sur les réseaux sociaux des propos mettant en cause la personne du directeur général de la police républicaine et ses proches parents. En effet, selon ces derniers, l'épouse et la belle-sœur du directeur général de la police républicaine seraient au cœur d'un commerce de produits pharmaceutiques contrefaits. Ce trafic, disent-ils, serait facilité par l'usage d'un véhicule de la police républicaine. La direction générale de la police républicaine tient à apporter un démenti formel à ces allégations diffamatoires que colportent les initiateurs d'un tel message et leurs complices. Aussi, condamne-t-elle fermement la propagation de ces fausses informations qui portent atteinte à la réputation de l'institution et sont attentatoires aux dispositions les plus prosaïques du Code du numérique. En tout état de cause, le directeur général de la police républicaine se réserve le droit d'ester en justice afin que les auteurs de tels propos soient identifiés et tenus pour responsables de leurs élucubrations. Le directeur général de la police républicaine invite le public à faire preuve de discernement et de responsabilité dans la diffusion de ces propos dénués de tout fondement rationnel. Aussi, rappelle-t-il une fois de plus que les personnes mal intentionnées qui se font passer pour ses proches parents en vue de commettre des actes répréhensibles seront démasquées et répondront
de leur forfaiture. Dans la suite de cette édition créée en 2020, la garde nationale était dirigée jusque-là par le colonel Kodjo François Amosso. Le 19 juin 2024, elle a changé de patron avec la nomination d'un nouveau chef d'état-major, le colonel Faïzou Gomina. Ce dernier a pris le commandement lundi dernier dans l'enceinte du camp militaire d'Alada. En Siogon, Rachidi Soubero. Le colonel Faïzou Gomina prend le commandement de la garde nationale au camp militaire d'Alada. En présence du ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale et du haut commandement militaire, le commandant de l'opération Mirador au Nord Bénin prend donc fonction. À l'occasion, le nouveau chef d'état-major de la garde nationale se définit déjà les défis à relever. Mon ambition pour cette garde nationale à la tête de cette armée, c'est de faire de sorte à ce que tous ces personnels-là puissent, dans un esprit de fraternité, dans un esprit de cohésion, puissent mener à bien ces missions républicaines qui nous ont été confiées. J'ai fort espoir avec la création, la montée en puissance du groupement des forces spéciales, que dans quelques semaines, dans quelques mois, les résultats au sein de l'opération Mirador vont être plus élevés. La garde nationale qui a vu le jour en 2020 s'est vue assigner des missions précises. Des missions dont est conscient le colonel Faïzou Gomina. La garde nationale qui a été créée en 2020 s'est vue fixer comme tâche, premièrement, la participation aux missions de sécurité interne, de maintien d'ordre. Ensuite, exécuter des missions d'intervention sur terre, air, mer, participer à la lutte contre le terrorisme, et là nous sommes fortement représentés dans l'opération Mirador, participer à la lutte contre le terrorisme, et ensuite, et enfin, je vais dire, exécuter tout type de mission qui pourrait être confiée par le chef d'état-major général. Le colonel Faïzou Gomina remplace le colonel Kodjo François Amosso. Il était le chef du contingent béninois de la MINUSMA, puis jusqu'à sa nomination le 19 juin 2024, le numéro 2 de la garde nationale. Pétri d'expérience, le colonel Faïzou Gomina est disposé à donner le meilleur de lui-même pour des résultats concrets. Le directeur général du Fonds national de développement agricole était en fin de week-end dernier au contact des producteurs agricoles de Nati-Tingo. L'objectif étant d'informer ces acteurs du monde agricole sur les opportunités que leur offrent le FNDA et la SONAMA. Aux côtés du directeur du FNDA, la directrice adjointe du cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce qui a exhorté les producteurs à saisir les opportunités que leur offre le FNDA. Alassane Arnan, Kadri Makoni. Face au directeur général du Fonds du développement agricole FNDA qui avait à ses côtés la directrice adjointe du cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce, des entrepreneurs agricoles, groupement de femmes et jeunes éleveurs de Nati-Tingo. L'exercice consiste à sensibiliser et expliquer à ces acteurs de la filière agricole à la base les opportunités que leur offrent le FNDA et la SONAMA, deux structures mises en place par le chef de l'État pour véritablement passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture de rente porteuse d'essor économique. La séance de ce matin, c'est vraiment pour vous informer davantage et vous sensibiliser sur les opportunités que le FNDA et la SONAMA offrent aux producteurs. On peut se demander pourquoi seulement FNDA et SONAMA. Il y a une raison à cela. Dans le discours que le chef de l'État a adressé en décembre dernier au peuple béninois sur l'état de la nation, il a dit quelque part dans son discours que pour les 2 années qui lui restent, la SONAMA et le FNDA seront beaucoup plus aux côtés des producteurs. C'est bien sûr pour une raison. La raison est que il faut que
nous sortions notre agriculture de là où elle est. Co-initiatrice de ce rendez-vous de Nati Tengou, Émilie Thibouté Sama, tout en saluant la disponibilité du DG FNDA, exhorte les participants à saisir les opportunités que leur offre le Fonds national de développement agricole. Vous avez les facilités et donc cette séance-là va vous permettre d'en savoir un peu plus et donc de vous mettre ensemble pour ceux qui peuvent se mettre ensemble en termes de coopérative et donc pouvoir bénéficier de toutes ces facilités-là. Vous aurez beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui. Et ce qui suppose que pour pouvoir bénéficier de toutes ces facilités, il faut être très bien structuré, il faut être sérieux. Le décor ainsi planté, une projection sur les différentes offres du FNDA et de la SONAMA, les conditions et dispositions pratiques pour y accéder. Aucun détail n'a été occulté au cours de cette rencontre tour à tour. Les participants prendront la parole pour exposer leurs préoccupations. Dans toute la présentation, ce que j'ai retenu, chers frères, l'ATDA, le DG et notre en quittant ici, vous devez mettre une équipe à notre disposition. À toutes ces préoccupations, le DG FNDA a apporté des explications convaincantes. Voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon appétit à tous.